Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Interdiction des gros porteurs de circuler en milieu urbain entre 6h et 21h. La circulaire du ministre des Transports tarde à être appliquée 24 heures après sa signature. Ces gros porteurs continuent leur balai dans la ville de Douala en toute quiétude. Qu'est-ce qui peut expliquer ce type d'attitude? Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce journal. Et puis, bonne nouvelle pour le Nigeria en parlant de la menace du virus Ebola. Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé annonce que l'épidémie de la fièvre hémorragique vient d'être éradiquée dans ce pays. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons du transport en milieu urbain d'ouverture de ce journal pour dire que suite à la succession des accidents de la circulation dans les villes observées notamment à Douala et à Yaoundé ces derniers jours, eh bien, le ministre des Transports vient de prendre des mesures restrictives concernant la circulation des véhicules lourds. Ceux-ci sont entre autres interdits de circuler entre 6h et 21h, sauf les week-ends. Plus de précisions sur cette circulaire du ministre des Transports avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Or, Robert Nkili, le ministre des Transports, indique que la mesure qu'il vient de prendre vise à garantir la sécurité des personnes et des biens, au vu des décès et des dégâts matériels importants causés par les accidents de la circulation en zone urbaine. Ces mesures sont restrictives concernant la circulation des véhicules lourds en milieu urbain. Ainsi, les camions gros porteurs sont interdits de circulation sur les voiries urbaines entre 6h et 21h, tous les jours, sauf le week-end. Sont particulièrement concernés les grumiers, les ensembles articulés des remorques et semi-remorques, les camions plateaux, les camions de sable et les camions citernes, qu'ils soient vides ou chargés. Dans la nuit, de 21h à 6h du matin, la circulation des gros porteurs aux seuls axes périphériques est limitée à la vitesse de 40 km/h. Ces mesures restrictives, prises par le ministre des Transports, interviennent au lendemain de 2 accidents majeurs de la circulation en plein centre urbain. D'abord à Douala-Ndokoti, où un camion ayant perdu les freins a tué plusieurs personnes au mois de septembre. Et il y a tout juste quelques jours à Biémassi, à Yaoundé, plusieurs autres personnes ont été tuées, toujours par un camion. Eh bien, suite à cette circulaire du ministre des Transports, il faut dire que les avis des camionneurs restent partagés. Il y a certains qui pensent que la mesure gouvernementale sera difficile à être appliquée sans un accord préalable entre les pouvoirs publics et les propriétaires de ces camionneurs. Mais il y a d'un côté d'autres qui pensent qu'il va falloir s'adapter à la nouvelle donne. C'est dans ce reportage de Martin Manguele et Serge Alaotou. Au carrefour marché des fleurs, tout comme à l'entrée du marché Sandaga, grumiers, ensemble articulé de remorques, semi-remorques, camions plateaux, camions de sable, camions citernes, vides ou chargés, continuent leur balai incessant. Quelques heures après la circulaire du ministre des Transports restreignant leur circulation entre 6h et 21h. Une pilule difficile à avaler qui nécessite une entente entre les pouvoirs publics et les chefs d'entreprise. De 6h à 21h qu'on ne nous voit pas circuler en ville. Vraiment. Où on travaille de 21h à 6h, là, ça ne serait pas facile. Avec nos patrons, avec le ministre, ils vont essayer de voir ce qu'ils vont faire. Parce que tout à fait, nous sommes en train de faire les livraisons dans les marchés des aliments de première nécessité. On ne sait pas si ça serait facile pour eux de continuer vraiment à ce rythme-là. Parce que sortir de Yaoundé, avant on entrait à 23h pour sortir au plus tard à 5h30. Maintenant là, s'il faut entrer de 21h et sortir à 6h, ça ne serait pas facile. La mesure restrictive de circulation des véhicules lourds en milieu urbain tous les jours, sauf le week-end, est bien accueillie. Il va falloir réajuster les choses. En ce qui me concerne, la mesure serait respectée sur le fait que nous travaillons pour une société. Et par rapport à ces mesures prises par le ministre, la société va faire un organigramme qui pourra nous permettre de travailler selon les règlements arrêtés par le ministre. En attendant que les autorités locales prennent les mesures pour limiter la circulation diurne aux seuls axes périphériques, les gros porteurs, eux, continuent de circuler entre 6h et 21h. Eh bien, nous allons revenir sur cette circulaire du ministre des Transports dans la deuxième partie de ce journal avec le groupement des transporteurs professionnels du Cameroun.
Parlons toujours des infrastructures routières, cette fois-ci à Yaoundé. La route qui dessert le marché de Mvokbi est dans un piteux état. Les usagers qui empruntent cette route dénoncent le laxisme de la communauté urbaine de Yaoundé. Le reportage de Joël Essengue et Marcelin Gansop. Dame pluie vient d'arroser la capitale. C'est le moment que nous choisissons pour faire un tour au marché de Mvokbi. Les premiers mètres que nous parcourons entre le carrefour éponyme et celui de Mvok à Tanganambala annoncent les couleurs d'un périple en pleine capitale. C'est que la route qui traverse la zone est dans un piteux état. À pied ou en voiture, les usagers ont du pain sur la planche pour aller d'un bout à l'autre. La dernière fois que vous avez filmé, la communauté urbaine a essayé de faire un peu, ils ont versé un peu la terre pour rembler les trous parce que c'était même déjà plus grave. Donc à chaque fois qu'il pleut, on n'arrive même pas à circuler, même les piétons. Un parcours de combattants pour les automobilistes. Ça nous faut les motos, les amortisseurs aussi et les taxis ne passent pas là parce qu'il y a trop de boue et tout. Un calvaire, mais surtout un handicap pour les commerçants qui souffrent le martyre de voir leur marché déserté à cause du mauvais état de la route. On n'arrive même plus à finir les légumes. Tu prends 30 paquets pour chercher 1500 de bénéfices. Toutes les grosses voitures passent seulement là-bas en bas, au marché de Mfundi, au 8e à Mokolo. On souffre. Les usagers sont au regret de constater que d'année en année, cette route de moins d'1 kilomètre se dégrade au vu et au su de tous. À la capitale comme ça, quelques mètres de l'axe présidentiel, c'est une honte ça. Ce n'est pas vraiment respectable ça. Et on a googlonné, on a googlonné, je ne sais pas ce qui se passe en Tanambala. Si on essaie d'arranger cette route, ça va bien libérer l'axe central pour qu'il n'y ait pas assez d'embouteillage. Emprunter cet axe qui va de Mvokbi en Mvok à Tanganambala, c'est se préparer à affronter d'interminables nids de poules remplis de la bouillie de terre qui s'accommode très mal d'un certain habillement. Même les routes du village, même la route de mon village n'est pas comme ça, en plein ville. Parlons à présent de cette mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui vient de séjourner au Cameroun. Comme vous allez le voir en image, cette agence est venue faire un état des lieux de la sécurité nucléaire et radiologique. Il ressort de cette visite que le cadre réglementaire a encore des limites au Cameroun. L'Agence internationale de l'énergie atomique parle également d'un problème de formation. On nous dit que c'est la deuxième visite, la dernière visite de cette mission remonte en 2007 au Cameroun. Je vous propose à présent de suivre la réaction d'un expert de cette agence au micro d'Equinox Télévision. Donc c'est ces points qui sont identifiés dans le rapport que l'on a rendu. Deux points principaux. Le premier, c'est qu'il va falloir travailler un petit peu sur la législation, la loi, pour donner plus de pouvoir à l'ANRP pour qu'elle puisse mieux exercer ses missions. Et puis promouvoir tout ce qui est formation pour améliorer la disponibilité des compétences sur le domaine de la radioprotection et de la sûreté au Cameroun. En politique, nous disons que le taux de femmes qui prennent part aux activités politiques est de 30% au Cameroun, un taux en progression, mais qui reste faible selon des experts. La participation des femmes en politique est freinée par la culture. Pour pallier à cette situation, un atelier de réflexion est organisé à Douala, atelier qui a pour but la promotion de la participation des femmes à la vie politique. Viviane Kamoa. Les élections législatives du 30 septembre 2013 au Cameroun ont porté à 30% les femmes représentées à l'Assemblée nationale contre 13% aux précédentes élections. Un taux en nette progression mais jugé insuffisant. Autant nous sommes contentes, autant nous pensons que ce n'est pas tout à fait juste. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, par exemple? On s'occupe des préoccupations de la population. Et dans ces préoccupations, il y a au moins la moitié des préoccupations dans lesquelles les femmes sont confortables et à l'aise pour trouver des solutions pour le mieux-être des populations et pour mettre en place de bonnes lois. Cela se justifie par le sentiment d'infériorité nourri par les femmes et la précarité de la vie familiale. Enfin, le plus gros frein reste quand même le frein culturel. C'est-à-dire que même les hommes qui comprennent l'intérêt pour nos communautés, pour nos États de voir la femme
plus impliqués ont du mal à admettre la prise de parole de la femme. Pourtant, des experts font savoir qu'une meilleure participation de la femme à la vie politique pourrait apporter de l'éthique en politique, car la gente féminine reste une voie de négociation pacifique et un socle de paix et de sécurité. Nous devons amener la nouvelle donne dans la gestion de la chose publique. Il s'agit de la bonne gouvernance, il s'agit de l'intérêt. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, une femme en politique la change. Plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général, les questions sociales, santé, éducation, emploi, habitat. Loin d'être une invitation à calquer le modèle des pays du Nord, les observateurs affirment que le modèle rwandais peut servir d'exemple aux pays de la sous-région. Dans ce pays, le taux de représentation des femmes est de 64% en politique. Nous avons des bons exemples comme le Burundi, le Rwanda, où les femmes vont au-delà de 30%. En tout cas, si l'on prend ça globalement, nous sommes en bonne voie dans l'ensemble de la région pour aller mobiliser encore plus de femmes par rapport à cela. L'atelier de réflexion sur la promotion de la participation de la femme à la vie politique et électorale dans la sous-région de l'Afrique centrale, qui va durer 3 jours, va permettre aux participants de mettre en place une politique visant à promouvoir la participation de la femme en politique. Rendons-nous dans ce journal à la région de l'Ouest Cameroun où le gouverneur vient de toucher du doigt les réalités de son ressort de commandement. Awa Fonka Augustine a entre autres constaté qu'il y avait dans différents endroits où il s'est rendu un manque d'eau potable, manque d'électrification, mais également le mauvais état des routes. C'était au cours de sa tournée de prise de contact. Le reportage de Julie Ngué. La tournée de prise de contact du nouveau gouverneur de la région de l'Ouest lui a permis de toucher du doigt les problèmes auxquels les habitants de Bazou, Bassamba, Tonga et Banganté sont confrontés au quotidien. Profitant de la première sortie d'Awa Fonka Augustine dans ce département, les élites et maires n'ont pas manqué de présenter les doléances des populations. Le premier, c'est l'adduction d'eau potable. Nous avons une station Scanwater, une station d'adduction d'eau qui est exécutée depuis 1 an. Nous attendons impatiemment la réception pour que nous puissions, les populations puissent bénéficier de cette eau potable qui est disponible. Notre deuxième préoccupation, c'est du point de vue sécuritaire, c'est un problème d'énergie, notamment l'extension de l'éclairage public dans la ville et dans les villages. Dans l'arrondissement de Tonga, l'exécutif communal avoue avoir peu de moyens pour trouver des solutions à ces problèmes. C'est l'équipement, n'est-ce pas, des centres de santé, c'est l'équipement des laboratoires et des ateliers au niveau des institutions, au niveau des lycées techniques et d'autres institutions de formation. Donc voilà ce que je peux dire en gros. Si des solutions sont apportées à quelques-uns de ces problèmes, le reste ne sera que subsidiaire parce que la municipalité pourra s'en occuper. Donc ça, c'est des problèmes que j'évoque à l'échelon transversal qui dépassent le seul cadre du financement communal. Le gouverneur de la région de l'Ouest a rassuré les populations qu'il se penchera sur ces dossiers dans les plus brefs délais. Eh bien, on parle à présent des automobilistes et même motocyclistes de la ville de Konsamba qui ont été interpellés à s'imprégner davantage sur l'utilisation de la canne blanche. Interpellation faite par les malvoyants lors de la journée mondiale qui leur est consacrée chaque année. Les précisions avec Cyrine Djemba et Sandine Babou. La collaboration entre les chauffeurs de taxi, les conducteurs de mototaxi et les personnes non et malvoyantes de la ville de Konsamba ne se fera que par la maîtrise des signes de la canne blanche. Réunis au sein de l'Union des aveugles et déficients visuels du Cameroun, ces personnes handicapées de la vue ont saisi la journée dédiée à la canne blanche le 15 octobre pour dénoncer les difficultés auxquelles elles font face au quotidien dans l'utilisation de cet outil. Les hommes font plutôt parler leurs sentiments au lieu de servir tel qu'il leur a été demandé. Par la suite, certaines collectivités locales décentralisées nous ont complètement déçus parce qu'ils ont refusé d'adhérer à la cause. Munis de ce qui représente désormais leurs yeux, ces personnes invalides se disent marginalisées et ont du mal à se mouvoir.
En sillonnant les artères du chef-lieu du département du Mungo, ces déficients visuels appellent à la conscience des uns et des autres. Ceci à travers ces démonstrations. Regardez la position de mes pieds. Oui, oui. Vous voyez, je place les pieds, je colle les pieds là. Et je place la canne au milieu, sur la poitrine. Et le doigt tendu devant moi comme ceci. Donc les deux mains jointes et le doigt, l'index tendu. Oui. Là, c'est le signe de ce jeune non-voyant qui a besoin d'un tapis. En outre, elles souhaitent la poursuite des travaux de construction du siège de leur association, interrompus depuis plusieurs années. L'autorité administrative, interpellée au premier chef par ces doléances, a invité tous ses collaborateurs à prendre en compte toutes ces préoccupations. Pour Thomas Ona, offrir aux handicapés visuels du Mungo des lendemains meilleurs passe par l'implication de tous. Dans le registre des faits de société de ce journal, à Douala, on parle de cette billetterie qui a été éventrée au quartier Bonamoussadi dans la nuit d'hier. La structure spécialisée dans la vente des billets d'avion et autres prestations a été mise à sac par des personnes non identifiées. Le propriétaire de la billetterie dit avoir été informé du cambriolage par le voisinage. Il faut noter que ces hors-la-loi ont emporté avec eux de l'argent, des ordinateurs et des téléviseurs. Des nouvelles au-delà de nos frontières. 3 mois après l'arrivée au Nigeria du premier patient contaminé par le virus Ebola, eh bien l'épidémie est maintenant éradiquée dans ce pays. Les précisions avec les confrères de CCTV. Alors que le dernier cas confirmé de la maladie du virus Ebola a pu quitter la chambre d'isolement après avoir été testé négatif au virus Ebola, les chaînes de transmission ont été brisées. L'OMS déclare maintenant officiellement que le Nigeria est désormais débarrassé d'Ebola. Cela fait 42 jours que le dernier patient atteint par l'Ebola est sorti de l'hôpital, soit une durée 2 fois plus longue que la période d'incubation de 21 jours. Lors de l'arrivée de ce premier patient, le patient de référence venu par avion du Libéria, on craignait qu'il ne déclenche une épidémie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Mais les responsables de la santé publique du Nigeria ont réalisé une campagne agressive visant à éradiquer l'épidémie. Ils ont tout d'abord retrouvé toutes les personnes ayant été en contact avec le patient de référence avant de rapidement placer en isolement toutes celles présentant les symptômes de la maladie, tout en continuant à surveiller les autres contacts. Les responsables nigérians ont finalement suivi 898 contacts primaires et secondaires de ce premier patient. 19 personnes sont mortes du virus Ebola au Nigeria, un nombre relativement faible par rapport aux pertes subies ailleurs en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui indique au monde entier que le virus Ebola peut être contenu. Mais nous devons être clairs sur le fait que nous avons seulement gagné une bataille. La guerre ne prendra fin que lorsque l'Afrique de l'Ouest sera également déclarée exempte du virus Ebola. Et cela pourrait prendre encore plusieurs mois. Il est donc inévitable que cette épidémie, qui a déjà fait 4500 morts, en fasse encore beaucoup plus avant de disparaître. Eh bien, cette note avant la page consacrée aux informations publicitaires pour dire que Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison ferme. L'athlète sud-africain est accusé d'avoir assassiné sa petite amie. La sentence, comme vous le voyez en image, a été rendue publique en Afrique du Sud. Un avenir radieux pour l'association ABCD Petits et Grands basée à Bertoua dans la région de l'Est Cameroun. Elle vient de recevoir de la Fondation Orange un chèque d'un montant de 3 millions de francs CFA, un coup de cœur qui permettra donc à ces jeunes démunis d'assurer leur réinsertion socio-professionnelle. Reportage. La trentaine de jeunes apprenants de l'association ABCD Petits et Grands affiche le large sourire. Cette association vient de recevoir la rondelette somme de 3 millions de francs CFA. Nous allons à la fin du mois, de ce mois d'octobre, acheter les machines, 4 machines neuves et du matériel pour permettre aux jeunes filles qui sortent du projet, n'est-ce pas, ce fin du mois, en recevant leur attestation de fin d'apprentissage, pour leur permettre de s'installer à leur propre compte.
Ce chèque géant est l'œuvre de la Fondation Orange. La Fondation Orange soutient l'éducation et la formation professionnelle. Et ABC Petit et Grand, qui est notre partenaire, a soumis un projet que la Fondation Orange a validé. Et nous sommes là aujourd'hui pour remettre les 3 millions qui vont servir à l'achat des machines pour les apprenantes qui sortent de leur formation. C'est le 3e appui de la Fondation Orange dans le cadre du projet Don Bosco, initié depuis 2009 sous la bannière de la communauté des Frères Saint-Jean. Ce projet qui concerne la mise en apprentissage des jeunes démunis, tous âges confondus, a désormais de nouvelles ailes pour voler plus haut. À travers cet appui, ces jeunes gens ont de quoi booster leur morale pour plus de performances. Va permettre à l'association de nous fournir le matériel nécessaire pour que, comme moi je fais dans le domaine de la couture, que je puisse m'installer quelque part et qu'à l'avenir je devienne aussi une grande couturière. La Fondation Orange poursuit ainsi sa noble mission de faciliter l'éducation et la formation professionnelle là où les conditions sociales font obstacle. La Fondation Orange a pourtant d'autres projets pour 2014. La Fondation Orange va signer un partenariat avec le ministère de l'Éducation de base pour mettre des serveurs dans les écoles et les enfants viendront télécharger leurs cours et iront les apprendre à la maison. Chaque école aura droit à 50 tablettes et les écoles les plus sollicitées seront les écoles excentrées, c'est-à-dire les écoles du village, pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les écoles de la ville et les écoles du village. Parce que nous voyons que les écoles de la ville ont déjà accès à l'outil informatique, donc nous irons plus dans les écoles du village pour ce projet-là. En attendant, l'association ABCD Petits et Grands peut déjà saluer le geste de la Fondation Orange. La suite, c'est avec Océane Ogilvy Group qui, à 25 ans, l'agence Conseil en communication a organisé une série de manifestations de septembre 2013 à septembre 2014. Une occasion pour l'entreprise d'explorer ses années passées, mais également de se projeter vers le futur. Les responsables d'Océane de cette agence de communication ont rencontré les hommes des médias dans la ville de Douala. Reportage. Océane Ogilvy Group, l'agence conseil en communication célèbre son 25e anniversaire. Pour marquer l'événement d'une encre indélébile, Océane Ogilvy Group n'a pas fait dans la dentelle. L'entreprise a mis les petits plats dans les grands. Elle a organisé une série de festivités faites sur une année, de septembre 2013 à septembre 2014. Avec comme point de départ Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, suivi de Abidjan en Côte d'Ivoire et de Douala au Cameroun comme point de chute des manifestations. Le 5e meeting réseau d'Océane Ogilvy Group, tenu le 21 octobre 2014 à Douala, était l'occasion pour les responsables de la structure de communiquer aux hommes de médias. Le bilan des 25 années écoulées. Il est plutôt positif, on dirait, parce qu'on a commencé comme une petite agence locale, avec, je dis souvent, une table et 4 chaises. Et aujourd'hui, nous sommes la plus internationale des agences locales et la plus locale des agences internationales. Océane Ogilvy Group reste fidèle à son leitmotiv, construit des marques. L'agence de communication s'illustre par son succès auprès des multinationales qui ont une réputation établie. 25 ans, des noces d'argent, Océane Ogilvy Group, toujours vif et dynamique, n'entend pas rester là. Pourquoi pas avoir une agence en nom propre dans 23 pays, par exemple. Et puis, nous voulons également développer certains de nos métiers en faisant des pôles d'expertise. Donc ça aussi, ce sont des perspectives qui nous intéressent et que nous regardons avec attention. Nous pensons qu'en 25 ans, nous avons formé beaucoup de grands communicateurs africains. Certains sont dans de grandes agences, d'autres sont chez l'annonceur. Et donc, pourquoi pas apporter vraiment quelque chose dans le domaine de la communication en Afrique en créant un institut, une école de formation qui formerait de vrais professionnels et qui les remettrait bien sûr sur le marché en agence ou chez les annonceurs, toujours. Comme l'orfèvre, Océane Ogilvy Group, à force de rigueur et de persévérance, s'est bâti une solide réputation en Afrique, d'où sa volonté à garder son identité africaine.
Créé en 1988 par Martin Kofi Studer, Océan Ogilvy Group, leader en communication, couvre 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et compte plus de 20 nationalités dans ses rangs. Consciente que le Cameroun est un pays d'opportunités, Océan Ogilvy Group s'y est installé depuis 2000, où elle a rapidement occupé une place majeure dans le réseau avec de gros comptes. Océan Ogilvy Group, c'est la créativité, la diversité, le pragmatisme et la discipline. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. Dans quelques poussières de secondes, nous allons parler de cette circulaire du ministre des Transports qui interdit la circulation aux gros porteurs en milieu urbain entre 6h et 21h. A tout de suite. Pour aborder donc ce sujet, nous recevons sur ce plateau Aoudou Bassirou. Bonsoir. Bonsoir, Jalice. Il faut noter que vous êtes le président du groupement des transporteurs professionnels du Cameroun. Tout à fait. Alors, vous avez suivi avec nous ces reportages réalisés dans le cadre de cette circulaire du ministre des Transports qui interdit la circulation des gros porteurs entre 6h et 21h. Mais on a noté que cette circulaire tarde à être appliquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les transporteurs ne veulent pas se mettre au pas? Non, la loi, c'est la loi, hein, mais elle a tellement mal pris. Sinon, c'est une loi qui est bienvenue au Cameroun pour le nombre de gens qui a l'accident que vous voyez, souvent de Koti, souvent à Yaoundé, dans les grandes villes. Vous voyez, mais comment, le problème c'est qu'on devait dû nous appeler, transporteurs, pour nous expliquer, voilà ce qui se passe, qu'on peine ensemble. Mais l'État a pris une décision, et je ne sais pas comment il va l'appliquer, mais attendons voir, là je peux vous dire. Alors, en tant que membre de ceux qui se veulent quand même professionnels, on se rend compte quand même que ce secteur a des lois et des règles qui régissent ce secteur d'activité. Mais est-ce qu'on a besoin forcément qu'il y ait de telles sorties pour que vous-même, vous preniez conscience que circuler en milieu urbain, ça représente un danger? Mais vous me voyez comment les camions, quand on dit qu'il y a la visite technique, allez voir les camions qui sont forts, qui font la ville. Ce sont des camions qui n'ont aucune règle. Ils n'ont pas de visite technique, je ne sais pas comment il faut pour l'avoir. Normalement, si tous les accidents qui sont causés, ça a été causé par les camions mal tenus. Camions qui ont 100 ans d'âge, 45 ans d'âge. Comment vous voulez qu'ils circulent? Donc attendez voir ça. Et à votre niveau, est-ce qu'au niveau de votre groupement, il n'existe pas quand même une sorte de contrôle et même de sensibilisation pour que vous rameniez quand même au pas ceux qui se comportent tels que vous venez de l'expliquer? Monsieur, je vais vous dire une histoire. Depuis bientôt 25 ans, quand on parle de dessus à Yaoundé, on n'est pas informé, on n'a pas compte tout le monde. Tandis que, pourtant avant, quand une décision va se prendre sur cette activité de transport, que je connais très bien, on nous appelait, on nous informait que voilà, on passe une décision comme ça, et comment on va l'appliquer. Bon, on l'applique, comme on veut qu'on ne veut pas, on va l'appliquer. Mais on est quand même informé. Et maintenant, c'est ce matin que j'ai appris ça. Quand j'ai appelé pour dire voilà ce qui se passe. Je suis au coin de rien. Et avant, ça se passait comment? Vous pouvez un peu nous expliquer? Ah oui, avant, ça se passait quand le pont bascule. J'étais au courant. Depuis 80, quand on devait avoir le pont bascule au Cameroun. Les péages, j'étais au courant. On devait l'avoir. Là, c'est l'eau, doit aller à Yaoundé. J'étais au courant qu'on devait l'avoir. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'avant, on nous a informé que dans 2 ans, dans 3 ans, il y a ça. Attendez voir ça. Et c'est ce matin que je suis chez moi, à 8h, 9h, m'appelle, me dit bon, président, vous avez appris ce qui s'est passé. Je suis pas au courant. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un truc qui, je n'ai pas dit que c'est mal pris comme décision, mais on l'a pris comme ça, à l'âge, sans informer les transporteurs. Donc on devait appeler les gens pour dire, mais attention, il y a tel problème qui va se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on l'a pris, attendons voir comment on va l'appliquer. C'est ça mon problème. Alors, est-ce que, entre autres causes de ces accidents de la circulation causés par ces camionneurs, vous avez mentionné quelques raisons, l'état de ces camions et même le manque de visites techniques. Est-ce qu'on ne peut pas également ajouter à cela la pression que peut-être vous, les patrons, vous mettez à ces conducteurs qui n'ont pas assez de temps de repos? Parce qu'on n'arrive pas à sanctionner les transporteurs. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je ne dis pas que tout le monde est corrompu, mais je peux dire que c'est devant tout le monde qu'un camion circule. Vous-même qui êtes là, allez voir un camion, allez voir le camion. Comment les camions circulent? Les camions sans frein. Il y en a plein dehors. Les camions qui ont 60 ans d'âge. Et là, c'est à qui la faute? Au propriétaire? C'est pas à la faute au propriétaire? Bon, le propriétaire, parce qu'il n'est pas sanctionné. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'est pas sanctionné.
Alors, vous reprochez donc à l'absence de la sanction, du suivi des... Tout à fait. Bon, voilà. Et maintenant, toujours dans ce qui concerne donc cette décision du ministre, on parle de la circulation, c'est lundi à vendredi, samedi et dimanche. Il y a également, on note parfois que pour une ville économique comme Douala, il y a toujours l'affluence. Est-ce que cela ne représente pas toujours un risque? Vous savez, d'après les derniers enseignements qu'on a fait, par jour au Cameroun, par jour à Douala, par jour, on a au moins 12 000 à 13 000 camions qui entrent et sortir. Au moins 11 000 à 12 000 camions qui entrent et sortir. Mais je sais bien comment on va la gérer. Ça, maintenant, il faut voir comment on va la gérer. Est-ce que c'est possible qu'une ville comme une capitale économique comme Douala, qu'on puisse restreindre la circulation de ces gros porteurs, mais même les camions citernes qui livrent du carburant partout? Est-ce que c'est possible que cela soit géré, cette décision? Tout est possible, mais il faut savoir comment la gérer. Tout est possible. C'est quand même l'État. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'est pas informé. On est nous informer. On dit dans 2 mois, dans 3 mois, voilà ce qui va se passer. On allait faire, je dis, bon, méfiez-vous, voilà ce qu'on attend d'État et voilà ce qu'il y a. Parce que sans nous, avec nous, on va toujours le faire, ces lois. Mais je vois très mal comment faire pour l'appliquer. Très mal, vraiment. Alors, et maintenant, maintenant que vous êtes informé de cette décision, la circulaire est là, que proposent les transporteurs professionnels? Il faut l'appliquer. Mais comment? C'est ça la grosse question. Nous, on propose il faut qu'on l'applique. C'est quand même l'État. Mais comment? C'est ça mon problème. Vous-même, vous n'arrivez pas à trouver des propositions? Puis que ce matin, je suis à 8h, ce matin, qu'on m'appelle pour me dire voilà ce qui se passe. Je dis, bon, écoutez, je vais aller voir ensemble avec vous. Chance, vous m'avez appelé de venir. Je vous ai expliqué, on va l'appliquer. Mais comment? C'est là mon problème. Ok, merci Aoud Bassirou, président du groupement des transporteurs professionnels du Cameroun, d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir m'invité une fois de plus. Je crois que prochainement, on va savoir comment on l'applique et puis je vous dirai. D'accord, nous espérons seulement qu'on ne va plus assister à ces accidents auxquels est impliqué des camions tels qu'on l'a vécu à Douala et même à Yaoundé. Oui, là je suis d'accord avec vous, hein, parce qu'il y a des mots d'homme. Pour moi, quand il y a un mot d'homme, c'est dangereux. Hein. Mais, il y a un mais. Ok. Merci. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au long de cette édition d'information. Nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Merci et bonne continuation des programmes sur Equinox Télévision.